Le chef de l'État botswanais séjourne à Kinshasa depuis cet avant-midi pour échanger avec son homologue congolais et président en exercice de l'Union africaine. Les députés nationaux et les sénateurs ont repris ce lundi la route du Palais du Peuple pour la rentrée parlementaire, une session de mars traditionnellement consacrée aux réformes législatives. Le gouvernement tarde depuis la nomination du Premier ministre Samalou Kondé, un mois déjà. Vu la réduction de la taille des membres, certains évoquent un embarras de choix dans certaines formations politiques. Mesdames et messieurs, bonjour. On va commencer avec le président de la République du Botswana qui est arrivé à Kinshasa ce lundi pour une visite de travail auprès de son homologue congolais et président en exercice de l'Union africaine. Le docteur Eric Mokwegetsi a été accueilli à Njili par la ministre d'État en charge des Affaires étrangères, Marine Toumbazeza. Il s'agit de la deuxième visite à Kinshasa du président de la Troïka de l'organe de la SADC chargé de la coopération politique, défense et sécurité, après celle de novembre dernier sur la coopération bilatérale entre les deux nations. Les élus et les élus des élus se sont retrouvés ce lundi au Palais du Peuple pour la rentrée parlementaire de la session de mars, première ordinaire de l'année 2021. C'est avec de nouveaux visages au bureau de deux côtés. Au Sénat, Modeste Obatilukobo a fait observer une minute de silence pour les victimes de l'insécurité dans l'est du pays et a indiqué que l'éradication de cette situation devait être une des priorités du prochain gouvernement. La session parlementaire ordinaire du mois de mars qui s'ouvre en ce jour à l'Assemblée nationale sera consacrée essentiellement au contrôle parlementaire ainsi qu'à l'examen et au vote de certaines lois conformément aux dispositions des articles 115 et 117 de la Constitution. À l'Assemblée nationale comme au Sénat, les deux chambres du Parlement sont désormais dirigées par de nouveaux bureaux issus de la nouvelle majorité composée des députés et sénateurs ayant adhéré à l'Union sacrée pour la nation. Tout d'abord, à l'Assemblée nationale, on procédera à l'investiture du gouvernement Samalou Kondé, issu de la nouvelle majorité parlementaire. Mais la publication de l'équipe gouvernementale tarde encore à la suite des divergences persistantes entre les nouveaux alliés sur notamment la répartition des ministères, renseignent certains députés de l'Union sacrée. Outre l'investiture du gouvernement, les deux chambres du Parlement devraient s'attaquer aux réformes prioritaires, dont celle du système électoral. Ce qui a justifié les échanges le week-end dernier entre le président de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosso-Kodia, et celui de la CNI, Kone Nangaa, afin d'envisager ces réformes avant la tenue des élections en 2023. Il s'agira notamment d'examiner les rapports de la CNI, la proposition de loi Lutundula sur la réforme de la Commission électorale nationale indépendante, mais aussi celle du G13, portant révision de la loi électorale. Le Parlement devra donc lever l'option sur la nécessité ou pas de procéder au recensement de la population avant la tenue des élections. Plusieurs autres réformes, dont la révision de la Constitution sur la double nationalité, pourrait être initiée au cours de cette session, précisent certaines sources parlementaires. À l'occasion de cette rentrée parlementaire, justement, les évêques de la Conférence épiscopale nationale du Congo ont tenu à adresser un message aux élus. Les princes de l'Église s'expriment en termes de rappel au sujet des recommandations autrefois formulées et toujours d'actualité. Cela va des élections au social du peuple, mais aussi à la rigueur, l'honnêteté et tant d'autres valeurs qui doivent caractériser leur action au nom de la population qui leur a fait confiance. Au lendemain de la rentrée parlementaire de septembre 2020, le secrétariat général de la Conférence épiscopale nationale du Congo, SENCO, se fait le devoir de rappeler aux honorables députés et sénateurs de la République démocratique du Congo quelques recommandations utiles leur faites par les archevêques et évêques membres de la SENCO et qui sont encore d'actualité, à savoir adopter avec vigilance des lois justes qui garantissent la tenue des élections et assurer le contrôle de l'exécution du budget concernant les élections. Relayer effectivement les aspirations profondes du peuple au changement et ne pas voter des lois
qui ne rencontrent pas le bien du peuple congolais. Se mettre réellement au service du peuple qui a opté pour le changement. Gérer utilement le temps pour voter des lois qui promeuvent la démocratie plutôt que des intérêts partisans. Dans cette perspective, la révision de la loi électorale en vue de la dépolitisation de la CENI s'avère plus que nécessaire. Veiller à ce que la majorité au Parlement n'abuse pas de sa supériorité numérique pour faire voter des lois peu favorables au progrès de la démocratie dans notre pays. Parlant des élections, une polémique perdure dans l'opinion ces dernières semaines. Une distraction pour les uns, un véritable signe avant-coureur pour les autres. Faudrait-il nécessairement un recensement de la population avant de parler des élections en République démocratique du Congo? Une supposition qui à elle seule a déjà fait couler beaucoup d'encre et même du sang dans le pays en 2015. Souvenez-vous, Jean-David Kilolo analyse la situation dans ce dossier. Après les appels répétés des évêques catholiques à l'organisation des élections de 2023 dans les délais constitutionnels, plusieurs états-majors des partis politiques ont répliqué en disant oui aux élections, mais avec un recensement général de la population. Le débat est alors ouvert. Peut-on aller aux élections sans recensement? La question mérite d'être posée. Les élections sont un moment essentiel d'une nation. Elles assurent l'alternance politique démocratique. Le droit des élections est certes l'empreinte de l'expression démocratique. Cependant, l'organisation des élections dans un contexte difficile comme le nôtre, où le pays n'a pas un fichier général de la population, ne peut en aucun cas permettre de construire une seule et même nation harmonieusement intégrée et de consolider l'unité nationale afin de donner une véritable âme à la République démocratique du Congo. D'où l'impérieuse nécessité de commencer hic et nunc le recensement général de la population, qui constitue une étape fondamentale dans la chronologie du processus électoral, car elle devrait précéder toute opération d'inscription et d'enrôlement des électeurs. Ainsi, garantir un succès incontestable au processus électoral. Il faut procéder à un recensement général des populations congolaises et étrangères résidant sur le territoire national. Là où le bas blesse, c'est la politisation du processus de recensement. Pour certains politiques, recenser la population à 2 ans des élections paraît suspect, car il y a risque d'un glissement tant redouté. Car le recensement est une des opérations les plus onéreuses et plus fastidieuses, mais déterminante pour une issue favorable au processus d'émancipation démocratique de la République démocratique du Congo. Les élections démocratiques doivent être un temps fort et incontournable dans les processus de réconciliation nationale et de reconstruction du pays. Il n'est donc pas question de les galvauder en s'hasardant dans des approximations dont les bénéficiaires ne seraient jamais le peuple congolais. La République démocratique du Congo a organisé les 3 cycles électoraux sans recensement. Il est possible d'en organiser un 4e sans pour autant lier le recensement aux élections. 2023 arrive et aux politiciens de s'armer pour affronter les élections. Un autre flou persiste également dans l'actualité, à savoir la mise en place du gouvernement Sama Lukonde. Vu la vitesse de croisière qui avait été observée depuis l'avènement de l'Union sacrée, personne n'aurait parié sur l'absence d'une équipe un mois après la nomination du nouveau Premier ministre. Hélas, l'ensemble se retrouvait à la croisée des chemins avec des calculs politiciens pour un gouvernement réduit en portefeuille par rapport au précédent. Crispin Chibinkoufoua rapporte une situation vécue dans un des états-majors d'un parti à Kinshasa. La République démocratique du Congo est un pays de consultation. Pendant que les défis à relever sont énormes, les attentes du peuple aussi. La classe politique congolaise perd énormément de temps avec des consultations qui ont généralement pour but la satisfaction des égos des uns et des autres. Au terme des dernières consultations initiées par le nouveau Premier ministre Sama Lukonde, la sortie du gouvernement ne devait être qu'une question de quelques heures au vu des urgences. Et pourtant, les choses continuent à s'étirer en longueur pour des raisons tout à fait
superfétatoire. La dernière en date, c'est la révélation du secrétaire général de l'Union pour la démocratie et les progrès sociaux, c'est dimanche 14 mars 2021, lors d'une cérémonie organisée par son parti à Lukunga. Augustin Kabouya affirme que l'IDPS dispose d'une liste de 82 ministrables, ministres sortants compris, alors que son parti n'a droit qu'à 8 portefeuilles de l'État. Je suis devant une situation de 80 personnes qui veulent occuper les 8 postes et c'est ce qui bloque la sortie du gouvernement, c'est exclamer les SG de l'IDPS devant ces militants avant d'ajouter que même les anges ne peuvent pas trancher cette histoire. Sommes-nous partis pour un autre cycle de blocage après les divorces FTC-Cash au nom des ambitions des partis politiques au détriment des intérêts du peuple congolais? Wait and see, disent les Anglais. Un gouvernement qui ne devrait pas compter des ministères des personnes vivant avec handicap, c'est le vœu de l'ONG Handicap Zéro qui considère cette approche comme une discrimination envers les personnes handicapées. Sa présidente, notre consoeur Ginorema, a écrit au nouveau Premier ministre rappelant les dispositions de la loi sur l'égalité de tous les Congolais. Ce n'est pas une revendication comme toutes les autres qu'on a pris l'habitude de suivre en ce genre de circonstances. L'ONG Handicap Zéro a saisi le Premier ministre pour exiger l'élimination du ministère des personnes vivant avec handicap. Sa présidente, Ginorema, justifie cette décision par le fait que cette approche est un peu plus discriminatoire dans un État où tous les citoyens sont appelés à être égaux. D'après Ginorema, qui dit égalité, voit plus loin que l'attribution d'un ministère symbolique, mais bel et bien la participation des PVH dans toutes les institutions. Dans ses recommandations, Handicap Zéro exige que l'actuel ministère soit fusionné avec un autre ayant le même aspect humanitaire pour éviter les conflits d'attribution. Pour Handicap Zéro, promouvoir les PVH, c'est les faire participer activement à tous les niveaux dans la gestion de la chose publique en fonction de leurs compétences et formations. Handicap Zéro est une association qui milite pour la promotion, la protection et la participation des personnes handicapées à travers l'information et l'éducation. Selon les statistiques, au moins 15 millions de Congolais et Congolaises se retrouvent dans cette situation à ce jour. Une nouvelle attaque perpétrée le dimanche 14 mars dans la commune de Boulongo, territoire de Béni dans la province du Nord Kivu par le groupe rebelle ADF qui a fait 12 morts, dont 4 femmes qui ont été exécutées à coups de machette. La plupart des victimes ont été achevées dans la cour de leur parcelle, selon les témoins, sans intervention de l'armée. Les assaillants ont opéré vers minuit sous la pluie, d'après le président de la société civile de Boulongo. Notons que la précédente attaque a été enregistrée samedi dernier dans le village de Kalalangwe où 5 civils, dont 3 malades, ont été tués dans un hôpital de la place. Le Conseil national de la magistrature ouvre ce lundi une session spéciale des officiers de la police judiciaire à compétences restreintes de l'autorité de régulation des marchés publics. Cette session vise l'amélioration de la qualité de l'administration de la justice dans notre pays. Plusieurs autorités étaient présentes à cette cérémonie. Le mobile de la formation, c'est permettre aux agents et cadres de l'autorité de régulation des marchés publics, dans le cadre de leur travail, de le faire convenablement et jusqu'à la fin et de faire rentrer l'État dans ses droits. Parce que le manque de la qualité d'officier de police judiciaire à compétences restreintes, qui est particulièrement pour le moment les procédures de passation du marché public, a causé beaucoup de tort, beaucoup d'handicap à la RMP. Et on est buté à cette difficulté-là. Comment est-ce qu'on peut faire l'audit de marché public si on n'a pas le contrat qui a été signé? Or, dans chaque ordre d'émission, il est bien écrit en bas que les autorités tant civiles que militaires sont priées d'apporter leur assistance aux porteurs de la présente. Donc, la qualité d'officier de police judiciaire va permettre à ce que tous les agents de la RMP qui seront sur place, quand ils seront butés à une difficulté quelconque, ils ont la possibilité, la faculté de verbaliser. Et c'est ça qui est très important. La qualité d'OPJ est prévue par la loi principalement pour la police nationale congolaise et l'armée nationale congolaise aussi. Mais, subsidiairement, les législateurs ont compris que certaines personnes, de par leur mission, leur fonction, peuvent accéder à certaines situations, retournent chercher à
recourir à l'autorité compétente pour constater la matérialité de ces faits, c'est-à-dire les éléments de preuve qui peuvent disparaître à tout moment. Les notables du Maniema se préparent à l'accueil du chef de l'État, Félix Tshisekedi. Le président du caucus UDPS, Tshisekedi, séjourne dans cette province justement pour la cause. Au cours d'un meeting, il a appelé la population à démontrer son soutien au président de la République de la manière la plus remarquable qui soit à son arrivée. En perspective des préparatifs de la venue du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, au Maniema, le président du caucus UDPS Tshisekedi est arrivé à Kindu, dans la province du Maniema, accueilli en prince porté en Chipoy par des milliers de fils et filles de la province qui l'ont accompagné de l'aéroport national de Kindu, passant par les gouvernorats pour les civilités au gouverneur de province, Ogi Moussafiri Nkola, jusqu'à la tribune centrale où il a tenu un grand meeting populaire. Quelques messages ont été lancés à l'occasion par ce tshisekédiste convaincu qui est l'incarnation de la jeunesse montante et consciente. Il a appelé la population du Maniema à s'approprier de la vision du chef de l'État, Félix Tshisekedi, à bien préparer son accueil prochain dans le Maniema. En outre, il a exhorté la population, particulièrement les jeunes et la classe politique, à l'unité et au travail pour l'amélioration des conditions sociales de la population, ce qui est même le sens du peuple d'abord et la principale mission de l'Union sacrée. Aux membres de l'UDPS, son cher parti, il a invité les fédéraux à l'unité et à travailler suivant les lignes directives des autorités du parti, du député national Jean-Marc Abound et le secrétaire général Augustin Kabouya pour leur réussite. L'ambition est que l'UDPS devienne la première force politique et pour ce faire, il faudra bien préparer les prochaines élections afin de remporter la majorité absolue à la députation nationale et provinciale. Toujours en province, à l'ouest cette fois, les travaux de réalisation du pont Lenou et la route Bandundu-Bagata dans le Kwilu est aux arrêts suite à un problème de décaissement, explique le directeur provincial de l'office de route Kwilu, Michel Miseka Moubake. Le pont Lenou, c'est un pont qui se trouve sur la route Bagata vers Poeta, une route d'intérêt local. Voilà. Ce n'est même pas une route de l'office de route, mais nous intervenons partout. Le gouvernement nous demande d'intervenir parce qu'avec cette route, vous pouvez arriver à sortir sur une autre route que je vais vous évoquer ici par rapport à un autre projet. Donc c'est un raccourci par rapport aux gens qui vivent dans ces coins-là. Les ponts, lorsqu'on les construit, il a deux parties. Il y a ce qu'on appelle les infrastructures, ou l'infrastructure plutôt, et la superstructure. Et au moment où nous vous parlons, l'infrastructure est complètement terminée. Ça veut dire la construction des quilets et la construction des miranelles. La superstructure ici, ça sera un pont métallique modulaire qu'il faut lancer. Donc, il y a un problème de décaissement de fonds, comme je l'ai dit. La route Bandundu-Bagata, c'est une route qui a 135 km de longueur. Et selon l'intervention par rapport au programme, il est prévu 45 km. Et je vous informe que en allant vers Bagata, vous devez d'abord passer par Bandundu-Bonkulu. Bandundu-Bonkulu, ça fait à peu près 27 km. Et Bonkulu-Bagata, je crois que c'est 108 km. Quand vous faites la somme, on est à 135 km. Sur ces allégations-là, j'ai lu, on a réalisé seulement 6 km. Mais je vous informe qu'au total, ça doit faire 33 km. Bien que nous soyons proches de 100%, la direction provinciale va aller avec les travaux jusqu'au bout. Ça veut dire jusqu'à Bagata. 10 morts, c'est le bilan provisoire des récentes émeutes entre le camp de l'opposant Sonko et les forces de l'ordre. Selon le gouvernement sénégalais, malgré la suspension sine die des manifestations le samedi, à la demande du calife général de Mouride pour éviter de nouvelles violences à Dakar et dans d'autres coins, l'accalmie continue encore. Au-delà de son aspect politique, la contestation est devenue aussi sociale.
Selon un nouveau bilan du M2D, la coalition qui soutient l'opposant Ousmane Sonko, les bilans de récentes émeutes s'élèvent désormais à 13 morts, 10 selon une source gouvernementale et près de 600 blessés selon la Croix-Rouge. À la demande des guides religieux, Ousmane Sonko a dû accepter de suspendre les manifestations. Il ne pouvait faire autrement quelques jours après les pires heurts que le pays ait connus depuis une décennie. Selon un cadre du M2D, cette suspension dépend de la réponse face à leurs exigences, mais manifester est un droit qu'il compte bien exercer dans sa plénitude. Le mouvement de contestation a en effet transmis un mémorandum en 10 points. Il exige notamment la libération immédiate de ceux qu'il considère comme des prisonniers politiques, la fin du complot contre Ousmane Sonko et réclame également que soit reconnue publiquement l'impossibilité constitutionnelle et morale du président Macky Sall à briguer un 3e mandat pour les élections de 2024 au Sénégal. Le président Macky Sall ne veut pas montrer qu'il s'agit sous pression, mais plus qu'un signal, c'est une alerte sérieuse, un électrochoc. Selon un observateur, les chefs de l'État tentent le 3e mandat ou qu'il y renonce. Il n'aimerait pas avoir face à lui Ousmane Sonko, ni comme seul adversaire et encore moins comme successeur. Il est possible qu'il ouvre le jeu politique, pourquoi pas une amnistie en faveur de Khalifa Sall, l'ancien maire de Dakar, et de Karim Ouad, le fils de l'ancien président, afin de ne pas laisser Ousmane Sonko occuper seul le terrain. En sport, le week-end a été marqué par l'élection de Patrice Motsepe à la tête de la Confédération africaine de football en Ligue des Champions. Le tout-puissant Mazembe séjourne en Afrique du Sud pour préparer son match de la 4e journée. On parlera également de l'AS Vita Club qui va se produire demain samedi dans ce panorama sportif avec Christian Bokaya qui, comme d'habitude, va me rejoindre de l'autre côté du plateau. Bonjour et bienvenue Christian. Bonjour Christopher Otiokoum, bonjour mesdames et messieurs. On va commencer tout de suite. Confédération africaine de football, Patrice Motsepe, le nouveau patron. Étant le seul candidat en liste, le Sud-Africain Patrice Motsepe a été élu par acclamation lors de la 43e Assemblée générale de la Confédération africaine de football. Alors on voit le nouveau patron, comme vous l'avez sûrement dit. Alors Patrice a été élu pour un mandat de 4 ans, soit de 2021 à 2025. Ce milliardaire sud-africain compte booster le football africain sur l'échiquier international. Voici par ailleurs l'équipe complète de ce nouveau comité. Augustin Senghor a été nommé premier vice-président, deuxième vice-président le Mauritanien Ahmed Yaya. Souleymane Nile-Djiboussian a été nommé troisième vice-président. Seydou Mbombo et Kanizat ont été respectivement nommés 4e et 5e vice-président, alors que Véran Monsengo, le Suisse-Congolais, a été nommé le secrétaire général de la CAF, Gianni Infantino, qui avait justement pris part à cette assemblée générale. Salue en tout cas l'élection de Motsepe et pense que ce dernier sera à la hauteur de la mission lui confiée. On voyait sur ces images également Constant Marie qui a assumé l'intérim pendant quelques temps. Et bien évidemment. On va parler Ligue des Champions, du football sur le terrain à présent. Champion de la CAF, Mazembe à Pretoria pour défier Mamelodi Sundowns. Christopher Otiokoum, les Corbeaux sont au pays de l'arc-en-ciel. C'est pour une mission précise. C'est vendre justement très cher leur peau. Alors là, on le voit, ils se sont entraînés hier à Pretoria justement pour préparer cette rencontre si importante dans le groupe B face à la formation de Mamelodi Sundowns. C'est avec un moral requinqué que les Corbeaux avaient justement affûté les armes avec 2 points dans le groupe B. Le tout-puissant Mazembe va jouer Mamelodi Sundowns. Ça sera bien sûr demain sous le coup de 17h heure de Kinshasa. Toujours en Ligue des Champions, la Kinshasa Vita Club affrontera quant à lui Al-Ahly. Les Moscovites sont pourtant dans une bonne position, on le dira ainsi, dans le groupe A. Avec 4 points, ces derniers devront sûrement chercher à créer l'écart avec les Égyptiens d'Al-Khali après le match nul de 2 buts partout lors de la 3e journée pour le match de demain. 3000 billets seront vendus. Une occasion peut-être pour les Dauphins Noirs d'aller pousser leurs joueurs à la victoire. La conférence de presse a eu lieu ce lundi matin. Vous écouterez sûrement le coach de 2 équipes dans notre édition vespérale. Quant à l'internel rival, le traditionnel rival de l'AS Vita Club, dirigé par Didier Chimanga, il s'est confié à la presse, se disant toujours prêt à passer le flambeau à quelqu'un d'autre. Mais en attendant, Didier Chimanga assume ses fonctions de président
de coordination du Daring Club Motema Pembe. Au cours d'un point de presse organisé à Kinshasa le samedi dernier, Didier Chimanga a abordé plusieurs sujets, notamment la situation difficile que traverse l'équipe avec les sanctions de la Fédération internationale de football association, la Covid-19, mais également la place qu'occupe l'équipe actuellement au sein de la Vodacom Ligue 1. Alors on écoute Didier Chimanga sur des propos recueillis par Arlette Boutella. Il est très difficile à se sortir des écorches que nous avons traversées avec le Covid, mais aussi avec toutes les sanctions qui nous sont tombées dessus. Et peut-être aussi une certaine fébrilité dans le sein de la famille manienne. En termes de fierté par rapport aux résultats, non, pas du tout. Je dois me rendre à l'évidence que je n'ai pas atteint les objectifs que je m'étais donnés, en tout cas pour cette deuxième saison. Pour la première saison, nous étions très fiers du parcours que nous avions mené, bien que interrompu par la situation de la pandémie internationale. Mais c'est clair que nous étions fiers du travail que nous avions fait et puis de la mise en place d'une équipe structurée, d'une équipe basée qui s'appuyait sur des jeunes talents, dont j'avais parlé de la progression. La première année était une année de prise de contact, la deuxième année devait être une année d'affermissement et de réalisation sur le terrain. Et ensuite, dans la troisième année, cette jeunesse montante du football congolais devait arriver à son apogée et à sa maturité footballistique. J'ose espérer que les expériences que nous sommes en train de traverser aujourd'hui permettent de donner plus d'expérience aussi à ces jeunes talents, pour qui j'espère vraiment un très bel avenir dans le futur. Mais si je dois revenir à la fierté, non, je ne suis pas très fier de la deuxième saison. On va terminer avec vous, Christian. Vous avez sélectionné les résultats de quelques championnats européens ce week-end. Alors là, on va prendre très vite la direction de la France pour parler justement de la Première Ligue avec la défaite du PSG face à Nantes. 1 but contre 2. Et puis Dijon s'était incliné également face à Bordeaux, 1 contre 3. Et puis en Série A, la Juve a battu Cagliari sur la note de 3 buts à 1. Le Real de Madrid s'était débarrassé de Elche sur le score de 2 buts à 1. Le FC Barcelone va se produire justement ce soir face à la formation d'Huesca sous le coup de 21h. Puis en Angleterre, Wolverhampton matchera Liverpool de Sadio Mané et de Mohamed Salah. Merci beaucoup, Christian, pour tous ces titres. On se retrouve très prochainement avec le même plaisir. Vous, déjà ce soir, avec le journal de sport. Et vous avez tout dit, Christopher Ochokoum. Ce journal est terminé entre-temps. Je vous en rappelle tout de suite les principaux titres. Le chef d'État botswanais séjourne à Kinshasa depuis cet avant-midi pour échanger avec son homologue congolais et président en exercice de l'Union africaine, Félix Antoine Tshisekedi. Les députés nationaux et les sénateurs ont repris ce lundi la route du Palais du Peuple pour la rentrée parlementaire, une session de mars traditionnellement consacrée aux réformes législatives. Le gouvernement tarde depuis la nomination du Premier ministre Samalou Kondé, 1 mois déjà. Vu la réduction de la taille de membres, certains évoquent un embarras de choix dans certaines formations politiques. Ne nous quittez pas, la revue de presse de Jenny KMB, c'est dans un instant. Tel qu'annoncé, Jenny KMB va me rejoindre de l'autre côté du plateau pour la lecture transversale des journaux. Bonjour et bienvenue, Jenny. Merci Christopher Ochokoum. Bonjour à tous. À la une de votre revue de presse, tout de suite, rentrée parlementaire, l'attente du gouvernement Samalou Kondé, sujet à la une des journaux et sites parus ce matin à Kinshasa. Tout à fait. Le rapport de force à l'Assemblée nationale, tout comme au Sénat, renforce l'influence du président de la République, écrit les potentiels online. Félix Tshisekedi dispose désormais d'une cartouche essentielle pour enclencher des réformes démocratiques attendues, notamment dans les cadres électoral, sécuritaire et de la bonne gouvernance, renchérit les tabloïds. La session ordinaire de mars 2020 qui s'ouvre dans les 2 chambres du Parlement
était très attendu pour apporter une lueur d'espoir après un contexte politique très agité, conclut le confrère d'un site à un autre. Christopher, l'agence congolaise des presses, renseigne que l'Assemblée nationale s'est dit prête à entamer certaines dispositions concernant les réformes électorales d'un sujet à un autre. C-sur-C.cd fait remarquer que c'est la liste de l'Union pour la démocratie et les progrès sociaux qui retarde la sortie du gouvernement Sama Lukonde. On croit ce média en ligne, l'UDPS n'aura que 8 postes ministériels. Pourtant, 70 personnes se sont présentées pour être ministrables pour le compte du parti du feu. Etienne Tshisekedi Omulumba regrette Augustin Kabouya, cité par C-sur-C.cd. En Afrique, les médias se sont plutôt intéressés à la disparition de Thione Balago Seck. Effectivement, c'est l'un des plus grands musiciens sénégalais. Il s'est éteint hier des suites d'une maladie à l'hôpital Fann de Dakar, rapporte France24.com. Thione Balago Seck avait 66 ans. Il laisse derrière lui des millions de fans, toutes générations confondues. Dès l'annonce de sa mort, les Sénégalais ont envahi sa maison pour partager la douleur avec Kiné Diouf Diaga, devenue sa veuve, l'auteur-compositeur des chansons Yaya Boy, Papa, Domou Bay, pour ne citer que celle-ci. L'artiste leader du Ramda et père du chanteur Wally Seck est paru vers les années 1970. D'un site à un autre, Radio France Internationale parle plutôt d'une crise persistante entre l'opposition et les gouvernements sénégalais. Déjà, le gouvernement annonce la mort de 10 personnes lors des récentes émeutes. Du côté de l'opposition, on parle de 13 morts et 600 blessés, complète la Croix-Rouge citée par ce site français. Le mouvement de la défense de la démocratie qui soutient l'opposant Ousmane Sonko invite la population à rester mobilisée et attentif sans fixer, Christopher Ochokoum, de nouvelles dates des manifestations. Merci beaucoup Jenny pour toute cette lecture transversale, pour tous ces titres. On se retrouve très prochainement avec le même plaisir. Merci à vous autres. À tous et à toutes également, merci de votre attention soutenue. Merci à l'équipe technique qui a contribué à la réalisation et l'élaboration de ce journal. Vivez heureux, vivez sans temps. Téléchargez les infos Télé 50 sur www.télé50.cd.